Roselyne n'avait plus qu'un désir, atteindre les Bruzes et voir ce qu'on y faisait. Il fallait qu'elle sût la vérité avant de quitter la solitude, car ensuite ce serait sûrement trop tard pour agir. Elle finit par découvrir une carte de la région dans le bureau de M. Verriot. À quelques kilomètres de la chapelle, une croix au rayon rouge était marquée. C'était là certainement que se rendaient presque chaque jour les Verriot. Jusqu'à la chapelle, Roselyne connaissait bien le chemin. Mais plus haut, la montagne devenait très sauvage avec des pentes abruptes dont la seule vue aurait découragé bien des gens. La surveillance dont Roselyne était l'objet se relâchait un peu. Les Verriot essayaient de réparer leur maladresse passée. Les repas et les sourires étaient plus abondants. Puis Ernestine, qui ne vivait plus que dans l'attente des gendarmes, s'efforçait d'être très aimable avec Roselyne. Cette dernière devinait les motifs de ses revirements, mais elle était trop généreuse pour en abuser et elle pensait seulement à s'échapper du manoir. Un matin, M. Verriot partit avec sa femme pour la Mure. Ils avaient parlé à mots couverts, mais Roselyne avait vite compris qu'ils allaient voir le notaire, et que, par conséquent, ils ne rentreraient que pour le dîner. Dès qu'elle les eut vus disparaître au premier tournant du chemin, elle monta dans sa chambre pour s'habiller. Elle mit son plus grand manteau, s'enveloppa dans une longue écharpe de laine et descendit à la cuisine. Le ciel était enfin bleu et sur les sommets la neige étincelait sous le soleil. Profitant de ce beau temps, Ernestine balayait la cour. Roselyne remplit ses poches de pain et de chocolat et elle s'apprêtait à fuir avec l'habileté d'un peau rouge lorsque Ernestine surgit au seuil de la cuisine. « Que faites-vous, mademoiselle ?»« Je vais me promener. Vous savez bien qu'on vous le défend ? Cela m'est parfaitement égal. Vous ne sortirez pas. J'ai caché la clé du portail. Eh bien, je passerai ailleurs. » Roselyne s'élança dans l'escalier, pénétra en trombe dans la chambre de Madame Verriot et, ouvrant la fenêtre, elle sauta dans le vide. La chambre n'était qu'au premier étage, et celui-ci étant peu surélevé, Roselyne tomba dans une épaisse couche de neige qui amortit sa chute. Elle se releva vivement, s'ébroua et envoya un baiser à la servante qui, penchée sur l'appui de la fenêtre, se lamentait. À midi, Roselyne atteignit enfin la chapelle qui était fermée, car pendant l'hiver on ne l'ouvrait que le dimanche. Autour d'elle, c'était le profond silence des régions polaires. Quelques sapins noirs, sous leurs housses blanches, rompaient la monotonie du paysage. Plus loin, on apercevait vaguement les toits des tables abandonnées qui l'été abritaient sans doute des moutons. Après avoir déjeuné, assise sur une marche du perron, Roselyne reprit sa course. La neige s'était tassée et elle pouvait avancer sans trop de difficulté. Devant elle, elle n'aperçut aucune trace de pas. M. Serrier n'était pas monté aux Bruzes et c'était une vraie chance. Mais la route disparut bientôt. De hauts rochers barraient le passage et une piste plutôt dangereuse les contournait. Le froid augmentait et Roselyne serait revenue avec joie en arrière. Mais elle était si près du but qu'elle refoula ses craintes et continua la rude montée. Haletante et glacée, elle parvint enfin sur une sorte de plateau. Elle se laissa choir sur le sol et regarda autour d'elle. À ses pieds, la montagne tombait à pic, et, très loin, comme dans un autre monde, les villages de la vallée semblaient des joujoux enveloppés d'ouates pour qu'ils ne fussent pas brisés. Au-dessus d'elle, une tranchée faite à coups de pelle s'ouvrait dans la neige, et plus loin on apercevait des bâches vertes et jaunes tendues sur des piquets. Étaient-ce là enfin les Bruzes? Et quels travaux mystérieux y faisait-on? Elle voulut se relever, mais elle oscillait comme une voile sous la tempête. Son sang bourdonnait dans sa tête, ses jambes ne la portaient plus. Elle retomba. Et là-bas, l'ombre de la nuit commençait à glisser dans la vallée.